La première photo qui s'est synchronisée sur mon téléphone n'était pas un poisson. C'était une femme. Elle se tenait dans ma cuisine, tenant mon bol décoré de roses comme s'il lui appartenait. Mes mains ont commencé à trembler si fort que j'ai dû m'asseoir. 5 minutes plus tard, j'étais dans ma voiture, roulant droit vers le commissariat. Je ne me souvenais même pas avoir pris mon sac à main. Je me souviens juste du son de ma propre respiration, forte, irrégulière, comme si j'avais couru un marathon. Mais ce n'était pas le cas. J'étais au travail. C'était un vendredi matin ordinaire au cabinet dentaire du docteur Beaumont, sur l'avenue de Saxe à Lyon. Rien de spécial. Quelques détartrages, une préparation de couronne. J'étais en train d'essuyer un plateau quand mon téléphone a vibré dans ma poche. Au début, j'ai souri. Jean-Pierre avait sûrement compris comment utiliser la synchronisation cloud sur mon vieil appareil photo réflexe. Il l'avait emporté avec lui ce matin-là, disant que son propre téléphone avait fini par lâcher, l'écran fissuré ne chargeait plus correctement. Il avait donc attrapé mon appareil en franchissant la porte. Il m'avait dit que ce n'était que pour le week-end, qu'il pourrait peut-être prendre une belle photo d'une grosse prise. Une partie de pêche au lac du Bourget, la même chose qu'il faisait une douzaine de fois par an depuis sa retraite anticipée l'année dernière. Je n'y avais pas réfléchi à 2 fois. Pourquoi l'aurais-je fait ? 27 ans de mariage vous apprennent à ne pas remettre en question chaque petit détail. On s'habitue aux routines, au silence, aux petites distances qui grandissent lentement sans qu'on s'en aperçoive. Alors, quand mon téléphone a vibré à nouveau, je l'ai sorti en m'attendant à voir l'image d'un brochet ou d'une carpe. Au lieu de cela, c'était elle. Debout juste là où je me tiens habituellement le matin, près du plan de travail. La lumière du soleil traversait la même fenêtre que j'utilisais tous les jours. Elle tenait mon bol, celui avec les roses délavées que j'avais déniché dans un vide-grenier à Villeurbanne il y a des années. Je me souviens de ce jour-là. Jean-Pierre s'était plaint pendant tout le trajet. Elle n'avait pas l'air d'être en visite. Elle avait l'air à l'aise. Comme si elle était déjà venue. J'ai fixé la photo plus longtemps que je n'aurais dû, attendant que mon cerveau donne un sens à tout cela. Ce n'est pas venu. Une autre photo est arrivée. Un angle différent, la même cuisine. 2 verres de vin sur le comptoir maintenant, l'un à moitié plein. Mon cœur a commencé à cogner alors. Pas vite, juste lourdement. Chaque battement tombait comme quelque chose que l'on lâche à l'intérieur de ma poitrine. Sylvie a appelé le docteur Beaumont depuis le couloir. J'ai répondu que j'arrivais dans une seconde, mais ma voix ne ressemblait pas à la mienne. J'ai ouvert la photo suivante. La chambre. Je n'ai pas besoin de décrire celle-là. Je me souviens juste d'avoir eu froid. Pas en colère, pas encore. Juste froid. Puis la dernière photo est passée. Jean-Pierre, debout devant le miroir de notre chambre, torse nu, tenant mon appareil photo comme il le faisait toujours, vérifiant le cadrage avant d'appuyer sur le bouton. Il avait l'air détendu. Comme si rien au monde n'allait mal. C'est alors que quelque chose en moi est devenu silencieux. Pas brisé, pas fracassé. Juste silencieux. J'ai zoomé. Pas sur lui. Sur l'arrière-plan. Il y avait un sac de sport noir sur le sol, à moitié ouvert. À l'intérieur, des papiers, des enveloppes. Je pouvais voir le bord d'une étiquette Chronopost, une pile entière, toutes adressées à une boîte postale. Nous n'avions pas de boîte postale. Jean-Pierre n'avait aucune raison d'en avoir une. Et c'est là que le sentiment a changé. Ce n'était pas seulement de l'infidélité. Je ne sais pas comment je l'ai su. Je l'ai juste su. Je suis allée dans la salle de pause, j'ai attrapé mon sac et j'ai dit à Isabelle à l'accueil que je devais partir pour une urgence familiale. Elle a commencé à poser des questions, mais j'étais déjà à moitié dehors. Le trajet jusqu'au commissariat a semblé plus court qu'il ne l'était. Je ne me souviens pas de la circulation. Je ne me souviens pas des feux rouges. Juste le volant sous mes mains et cette photo gravée dans mon esprit. Quand je suis entrée, l'endroit sentait le vieux café et le produit de nettoyage pour sol, familier d'une manière étrange. Un jeune officier au bureau a levé les yeux et m'a demandé s'il pouvait m'aider. J'ai hoché la tête.
Ma gorge était serrée. J'ai dit que j'avais besoin que quelqu'un regarde quelque chose, que c'était au sujet de mon mari. Il a hésité une demi-seconde, puis m'a fait signe de m'approcher d'un bureau latéral. Un autre officier est arrivé, plus âgé, les tempes grisonnantes, les yeux calmes. Il a demandé mon nom. Sylvie Martin. Il a hoché la tête et m'a demandé ce qui se passait. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste déverrouillé mon téléphone et le lui ai tendu. J'ai dit de commencer par là. Il a fait défiler. Première photo, rien. Deuxième photo, un léger froncement de sourcils. Troisième, sa mâchoire s'est contractée. Puis il est revenu en arrière, à zoomer, pas sur les gens. Sur le sac. Il s'est penché plus près de l'écran. Il n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis il a levé les yeux vers moi. Une expression différente maintenant, plus aiguisée. Il a dit calmement que ce n'était pas seulement une histoire d'infidélité. L'officier ne m'a pas rendu mon téléphone tout de suite. Il a continué à regarder l'écran, zoomant, balayant, revenant encore en arrière. Pas sur les parties évidentes, pas sur la femme, pas même sur Jean-Pierre. Sur l'arrière-plan. Sur ce sac. Il m'a demandé où j'habitais. Lyon, dans le 3e arrondissement, près de Montchat. Il a hoché la tête comme si cela importait, comme s'il plaçait quelque chose dans sa tête. Il a demandé si mon mari avait déjà eu une boîte postale. J'ai dit que non, que nous n'en avions jamais eu besoin. Il a expiré lentement, puis a tourné le téléphone vers le jeune officier au bureau en lui disant de jeter un coup d'œil. Le plus jeune s'est penché, a plissé les yeux, puis son expression a changé de la même manière. C'est là que je l'ai senti. Ce sentiment de silence de tout à l'heure s'est approfondi. J'ai demandé si j'étais dans l'embarras. L'officier le plus âgé m'a regardé immédiatement. Il a dit que non, pas pour le moment, mais qu'il devait comprendre ce qu'il regardait. Il m'a fait signe de m'asseoir et s'est présenté comme étant l'inspecteur Morel. Il m'a demandé de lui expliquer exactement comment j'avais obtenu ces photos. Alors je l'ai fait. Depuis le début, le téléphone cassé, la partie de pêche, la synchronisation. Il ne m'a pas beaucoup interrompu, a juste hoché la tête, a demandé de petites précisions. Il a demandé à quelle heure il était parti ce matin. Environ 6h30. Quand la première photo est-elle arrivée? 11h40, peut-être une minute avant. Il a tout noté. Puis il a tapoté l'écran à nouveau, zoomant sur le sac de sport ouvert. Il m'a demandé si je voyais cela. J'ai vu les enveloppes. Il a hoché la tête et m'a dit de regarder de plus près. Je me suis penchée en avant. Il y avait des étiquettes, imprimées, propres, pas écrites à la main. Plusieurs d'entre elles empilées. Il a expliqué que c'était des étiquettes Chronopost pour envoi express, prépayées, en gros lot. J'ai dit d'accord, mais je ne voyais pas le rapport. Il n'a pas répondu tout de suite, a juste fait défiler jusqu'à une autre photo, recadrée plus serrée. Là, à moitié cachées sous les enveloppes, se trouvaient des boîtes de médicaments. Différents noms. Au moins 3 que je pouvais distinguer. Aucun n'était celui de Jean-Pierre. Mon estomac s'est noué. Il a dit doucement que ce n'était pas normal. Plusieurs ordonnances sous différents noms, dans le même sac, combinées avec des étiquettes d'expédition comme celle-ci. Il a laissé la phrase en suspens. J'ai demandé ce que cela signifiait. Il m'a regardé fixement. Il a dit que cela pouvait signifier plusieurs choses, aucune d'entre elles n'étant bonne. J'ai dégluti. Il s'est légèrement penché en arrière et a parlé d'usurpation d'identité, de fraude, parfois d'arnaque ciblant des personnes âgées, médicales ou financières, selon l'organisation. Mes oreilles ont commencé à siffler un peu. J'ai demandé s'il était en train de dire que Jean-Pierre volait des gens. Morel a répondu prudemment que mon mari pourrait être impliqué dans quelque chose de bien plus vaste que ce que je voyais sur ces photos. J'ai secoué la tête automatiquement. J'ai dit que non, que Jean-Pierre ne ferait pas ça. Mais les mots ne sont pas sortis avec force. Parce qu'une partie de moi le savait déjà. J'ai pensé aux derniers mois. La façon dont il avait commencé à sortir plus souvent, disant qu'il avait des courses à faire, prenant des appels dans le garage,
gardant son téléphone face contre terre quand il fonctionnait encore. Les retraits d'argent liquide supplémentaires. Je les avais remarqués. Je n'avais juste pas insisté. Morel a demandé s'il avait utilisé mon adresse pour quoi que ce soit récemment. J'ai cligné des yeux. Des colis, du courrier, des comptes financiers, n'importe quoi de ce genre. J'ai répondu que je n'en savais rien. Et cela m'a effrayé plus que tout le reste. Parce que j'aurais dû savoir. Cette adresse sur la photo, a-t-il continué en tapotant l'écran, ils allaient la vérifier. Mais s'il faisait transiter les choses par une boîte postale et les reliait à ma résidence, il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. J'ai compris. Ma maison, mon nom, mon crédit. Tout était lié à lui. Tout était en danger. J'ai dit doucement que je pourrais perdre ma maison. Morel n'a pas doré la pilule. Il a dit que si mon nom était lié à quoi que ce soit d'illégal, cela pourrait devenir compliqué. C'est pourquoi il devait gérer cela avec précaution. Précaution. Ce mot semblait étrange à ce moment-là. Parce que rien dans tout cela ne semblait précautionneux. C'était sale, laid, hors de contrôle. J'ai demandé ce qu'il voulait que je fasse. Il s'est de nouveau penché en avant, les coudes sur le bureau. Pour l'instant, rien qui puisse l'alerter. J'ai froncé les sourcils. J'ai demandé s'il voulait que je rentre chez moi et que je fasse comme si je n'avais rien vu. La réponse est tombée, nette, oui. Il est hors de la ville. Cela leur donnait une fenêtre d'action. Ils allaient commencer à faire des recherches sur les noms, la boîte postale, les étiquettes. Voir si quelque chose correspondait à des affaires en cours. Et quand il reviendrait, Morel a soutenu mon regard, je devais faire comme si tout était normal. J'ai laissé échapper un court rire sans joie. Normal, bien sûr. Il a dit qu'il savait que ce n'était pas facile. Mais que s'il soupçonnait quoi que ce soit, il pourrait disparaître, ou pire, effacer ses traces. Pire, j'ai répété. Il a marqué une pause. Les gens impliqués dans ce genre de choses ne réagissent pas toujours bien quand ils se sentent démasqués. Cela m'a frappé de plein fouet. Pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de proche de la peur. Pas seulement de ce qu'il avait fait, mais de ce qu'il pourrait faire ensuite. Morel a dû le voir sur mon visage. Il a dit que je n'étais pas seule. Il resterait en contact. Si quoi que ce soit changeait, je devais l'appeler immédiatement. Il m'a tendu une carte. Je l'ai prise, les doigts légèrement engourdis. Il a ajouté que je devais attendre jusqu'à ce qu'ils aient quelque chose de solide. J'ai hoché la tête lentement. 27 ans. Et maintenant, on me demandait d'attendre encore quelques jours. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. La maison semblait la même que d'habitude, calme, immobile. J'ai déverrouillé la porte et je suis entrée. Tout était exactement là où cela devait être. Mais cela ne me semblait plus être chez moi. Cette nuit-là, je suis restée allongée dans mon lit à fixer le plafond. Son oreiller sentait encore son odeur. Sauf qu'il y avait autre chose aussi. Un parfum léger, pas le mien. J'ai détourné la tête, fermé les yeux et attendu. Jean-Pierre m'a appelé le lendemain matin. J'ai vu son nom sur l'écran et je l'ai juste fixé pendant une seconde. Ma main planait au-dessus du téléphone comme si elle ne m'appartenait pas. Puis j'ai répondu. Il a dit salut d'un ton décontracté, comme toujours, demandant si j'étais réveillée. J'ai regardé l'horloge, 8h12. J'ai dit que oui, que j'étais debout. Il a continué en disant que je ne croirais jamais la taille de celui qu'il avait attrapé hier, le plus gros bar qu'il ait vu depuis des années. Je me suis appuyée contre le comptoir de la cuisine, le même comptoir que sur les photos. J'ai dit que c'était génial. Ma voix semblait stable. Je ne sais pas comment. Il a demandé si j'avais pris des photos. Il a répondu que oui, quelques-unes, et que l'appareil fonctionnait très bien d'ailleurs. J'ai fermé les yeux pendant une demi-seconde. J'ai dit que j'en étais ravie. Il a continué à parler, du temps, du niveau de l'eau, de quelqu'un qu'il avait rencontré au ponton, des choses normales, des petites choses. Des choses qui remplissaient autrefois nos matinées. J'ai fait les bons bruits, posé les bonnes questions.
Demander s'il avait mangé, s'il dormait bien là-bas, de conduire prudemment en revenant. Je ne me souviens pas avoir décidé de dire ces choses. Elles sont juste sorties. Comme une mémoire musculaire. Quand l'appel a pris fin, je suis restée là longtemps avec le téléphone encore à la main. Puis je l'ai posé, lentement. Et je ne l'ai pas repris pendant un moment. Plus tard ce matin-là, j'ai conduit sur la rue de la République. Je n'avais pas d'endroit précis où aller. J'avais juste besoin d'être hors de la maison. Chaque feu rouge semblait plus long que d'habitude. Chaque voiture ressemblait à la sienne. À un moment donné, j'ai vu une voiture qui ressemblait exactement à celle de Jean-Pierre garée devant un café. Même couleur, même bosse près de l'arrière. Mon cœur a bondi. J'ai ralenti, j'ai failli m'arrêter. Puis j'ai continué à rouler. Je ne voulais pas être cette personne, celle qui court après les ombres. J'avais déjà la vérité. Au supermarché, j'ai circulé dans les rayons sans réfléchir. Du pain, des œufs, du café. La routine. Je me suis arrêtée devant le rayon des céréales. Les préférés de Jean-Pierre étaient juste là, la même boîte qu'il mangeait depuis des années. J'ai tendu la main pour la prendre, je l'ai tenue. Puis je l'ai remise en place. Juste à côté se trouvait une marque que j'avais toujours aimée mais jamais achetée. Trop sucré, disait-il toujours. J'ai pris celle-là à la place. Quand je suis arrivée à la caisse, j'ai sorti une carte différente. Pas celle que nous partagions. Je n'avais pas prévu cela. C'était juste devenu nécessaire. Une petite limite, mais une limite claire. Cet après-midi-là, l'inspecteur Morel a appelé. Il a dit qu'ils avaient vérifié la boîte postale. Elle était active, liée à un nom qu'ils avaient déjà vu. Ma main s'est crispée sur le téléphone. J'ai demandé qui c'était. Une femme. Le nom correspondait à celui qu'ils avaient tiré d'une autre affaire. Elle avait été signalée dans plusieurs départements pour fraude ciblant les seniors. Je me suis adossée au canapé. J'ai dit alors qu'elle n'était pas seulement sa maîtresse. Il a confirmé qu'elle n'était pas seulement cela. Et Jean-Pierre. Il y a eu une pause. Morel a dit qu'il connectait encore les points, mais d'après ce qu'il voyait, il était impliqué. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du système. J'ai hoché la tête même s'ils ne pouvaient pas me voir. Ils avaient aussi trouvé autre chose, a-t-il ajouté. Mon estomac s'est serré. Sur l'une des photos dont j'avais parlé, il tenait l'appareil devant un miroir. Il se tenait à côté d'un document sur la commode. Il l'avait amélioré numériquement. Je me suis redressée. Quel genre de document? Cela ressemblait à un formulaire, possiblement financier. Il y avait une signature en bas. Mon cœur a recommencé à s'accélérer. Morel a dit calmement qu'il l'avait comparé au dossier lié à l'une des victimes d'une affaire précédente. Je n'ai plus respiré. Ce n'était pas une correspondance, a-t-il dit, ce qui signifiait qu'elle était probablement falsifiée. J'ai pressé mes doigts contre mon front. L'écriture de Jean-Pierre a défilé dans mon esprit. Les cartes d'anniversaire, les listes de courses, les notes qu'il laissait sur le frigo. Familier. Facile à reconnaître. J'ai demandé s'il en était sûr. Morel a répondu qu'il l'était autant qu'il pouvait l'être sans confirmation physique, mais que c'était suffisant pour avancer. J'ai laissé échapper un lent soupir. Il a ajouté qu'ils se rapprochaient, mais qu'ils avaient encore besoin qu'il revienne. Il devait voir comment il se déplaçait, ce qu'il faisait. J'ai dit que je comprenais. Il m'a dit que je m'en sortais bien et qu'il savait que ce n'était pas facile. J'ai failli rire. J'ai dit doucement que j'apprenais. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine avec une pile de photos imprimées. J'étais allée dans une boutique de reprographie, j'avais dit que j'avais besoin de copies rapides. La jeune fille derrière le comptoir n'avait pas posé de questions. Elle m'avait juste tendu l'enveloppe. Maintenant, ces mêmes photos étaient étalées devant moi. Je les ai regardées une par une. La cuisine, les verres de vin, la chambre, le sac, les documents. Chacune était plus claire sur papier que sur un écran. Plus réelle. J'ai sorti un carnet,
le même genre que j'utilisais au travail, j'ai tout noté ce que je pouvais. Les dates, les heures, les détails. Les schémas. C'était étrange au début, clinique. Mais cela aidait. Cela me donnait quelque chose à quoi me raccrocher. Quelque chose de solide. Cette nuit-là, je n'ai pas allumé la télévision, je n'ai appelé personne. Je suis juste restée assise là pendant longtemps à écouter la maison. Le ronronnement du réfrigérateur, l'horloge qui tournait sur le mur. Chaque son semblait plus fort. Ou peut-être que je prêtais enfin attention. Le dimanche matin, quelque chose avait changé. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. La peur était toujours là, la colère aussi. Mais en dessous, quelque chose d'autre s'était installé. La concentration. Je ne devinais plus rien. Je ne me demandais plus ce qui se passait. Je savais. Et savoir change les choses. Cela change la façon dont on bouge, dont on parle, dont on regarde quelqu'un. Cet après-midi-là, j'ai passé quelques appels. Ma sœur. J'ai demandé si elle pouvait passer demain soir, que j'organisais quelque chose pour Jean-Pierre. Une petite chose, juste en famille. Elle a semblé surprise, mais elle a dit oui. Puis Thomas, mon fils. Il a demandé si tout allait bien. J'ai dit que oui, que je voulais juste qu'il soit là demain. Il n'a pas posé plus de questions. Il a dit qu'il serait là. J'ai raccroché, regardé la cuisine à nouveau. La même table, les mêmes chaises. Le même endroit où j'avais pris mon café chaque matin pendant des années. Demain soir, ce serait autre chose. Pas un foyer. Pas comme avant. Quelque chose de définitif. Jean-Pierre est rentré juste avant le coucher du soleil dimanche. J'ai entendu sa voiture avant de le voir. Ce bruit de moteur familier entrant dans l'allée comme il l'avait toujours fait. Pendant une seconde, mon corps a réagi par habitude. J'ai failli me lever pour l'accueillir à la porte. Je ne l'ai pas fait. Je suis restée là où je me tenais dans la cuisine, les mains posées légèrement sur le plan de travail. La porte s'est ouverte, des bruits de bottes sur le sol, le bruit sourd de quelque chose que l'on pose. Il a appelé mon nom. J'ai répondu que j'étais là. Il est entré en portant une glacière, souriant comme si de rien n'était. Il m'a dit de regarder ça en ouvrant le couvercle, que c'était sa meilleure pêche depuis des années. Je me suis approchée, juste assez pour regarder. Des brochets, frais, sentant encore l'eau du lac. Pour une raison quelconque, cette odeur m'a frappé plus fort que tout le reste. Pas les photos, pas les mensonges. Cette odeur. Elle m'a retourné l'estomac. J'ai dit que c'était de belles prises. Il a souri fièrement. Puis il s'est penché pour m'embrasser sur la joue. Je ne me suis pas écartée. Mais je ne me suis pas penchée vers lui non plus. Il n'a pas semblé remarquer. Ou peut-être qu'il l'a fait et a choisi de l'ignorer. Il a bougé dans la cuisine comme il le faisait toujours, ouvrant les placards, attrapant un verre, parlant de son voyage. Il a dit avoir rencontré un type là-bas, un certain David, un vrai personnage qui connaissait tous les bons coins. J'ai hoché la tête au bon moment, je l'ai observé. Il avait l'air à l'aise, détendu. Il y avait une nouvelle montre à son poignet, quelque chose que je n'avais pas vu avant. Et ce parfum encore, pas son habituel. Des petites choses. Mais une fois qu'on les voit, on ne peut plus les ignorer. Il a demandé en se versant un verre comment s'était passé mon week-end. J'ai répondu que c'était calme, que j'avais fait quelques bricoles dans la maison. Il a dit que c'était bien. Ce mot encore. Bien. Comme si tout était encore normal. Le lendemain, j'ai commencé à me préparer vers midi. Rien de sophistiqué. J'ai juste nettoyé la maison, dressé la table, pris mon temps. J'ai sorti les assiettes que nous utilisions pour les fêtes, pas parce que c'était une occasion spéciale, mais parce que je voulais que cela en ait l'air. Les enveloppes étaient déjà prêtes, rangées soigneusement dans un tiroir. Je ne les ai pas regardées à nouveau. Je n'en avais pas besoin. Thomas est arrivé le premier. Il a dit que ça sentait bon ici en entrant. Je l'ai serré dans mes bras en l'appelant mon grand. Je l'ai tenu une seconde de plus que d'habitude.
Il s'est reculé et m'a demandé si j'allais bien. J'ai répondu que j'étais juste fatigué. Il a hoché la tête, pas totalement convaincu, mais il a laissé tomber. Ma sœur, Hélène, est arrivée un peu après. Elle a demandé avec un petit sourire si c'était pour fêter la retraite. J'ai répondu que c'était quelque chose comme ça. Jean-Pierre est descendu de l'étage juste au moment où elle posait son sac. Il a ouvert les bras en disant qu'il ne s'attendait pas à ça. Elle l'a embrassé. Elle a dit qu'elle s'était dit qu'elle viendrait fêter ça. Il a ri en disant que ça faisait du bien de enfin se détendre. C'était encore là. Cette confiance. Cette aisance. Nous nous sommes assis à table juste après 18 heures. Les assiettes étaient pleines, les verres servis. Le genre de dîner que nous avions eu 100 fois auparavant. Jean-Pierre racontait des histoires, Thomas riait, Hélène posait des questions. J'écoutais, je regardais, j'attendais. À un moment donné, Jean-Pierre a levé son verre. Il a dit qu'avant de manger, il voulait dire un mot. J'ai senti ma poitrine se serrer légèrement. À la famille, a-t-il continué, et à l'honnêteté, c'est ce qui compte à la fin de la journée. Thomas a hoché la tête en disant qu'il trinquait à ça. Hélène a levé son verre. Pas moi. Je l'ai juste regardé. Vraiment regardé. Puis je me suis levée. J'ai dit calmement qu'en fait, j'avais quelque chose aussi. Jean-Pierre a souri en demandant ce que c'était. Je suis allée vers le tiroir, je l'ai ouvert, j'ai sorti les enveloppes. Mes mains étaient stables. Je les ai distribuées une par une. J'ai dit que c'était pour tout le monde, juste quelque chose pour se souvenir du voyage de Jean-Pierre. Thomas a froncé les sourcils mais a pris la sienne. Hélène avait l'air curieuse. Jean-Pierre a gloussé en demandant ce que c'était. J'ai dit d'y aller, de regarder. Ils les ont ouvertes. Un par un. La pièce est devenue silencieuse. Pas instantanément, mais rapidement. Thomas a été le premier à parler. Il a demandé lentement à son père ce que c'était que tout ça. Jean-Pierre a laissé échapper un court rire. Il a demandé de quoi il parlait. Puis il a baissé les yeux sur ses propres photos. Son sourire s'est effacé. Juste un peu. Puis totalement. Il a feuilleté les images plus vite maintenant. La cuisine, la chambre, le sac. Il s'est arrêté. J'ai regardé son visage changer. Ce n'était pas de la panique tout de suite. C'était du calcul. Puis de la confusion. Puis autre chose. Il a prononcé mon nom d'une voix plus basse, demandant ce que c'était censé être. Je n'ai pas répondu. La voix de Thomas a légèrement craqué quand il a dit que c'était la cuisine de maman. Hélène ne disait rien. Elle fixait juste les images. Jean-Pierre a posé les photos lentement. Il a dit que ce n'était pas ce que l'on croyait. J'ai failli sourire à cette phrase. Presque. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. Des coups secs, clairs. Personne n'a bougé pendant une seconde. Puis je suis allée ouvrir. L'inspecteur Morel était là. Un autre officier à ses côtés. Bonsoir Sylvie, a-t-il dit. Bonsoir. La chaise de Jean-Pierre a grincé contre le sol derrière moi. Il a demandé ce qui se passait. Morel est entré. Ses yeux sont allés droit sur Jean-Pierre. Il a demandé s'il était bien Jean-Pierre Martin. Il a répondu que oui, demandant encore ce que c'était que tout ça. Morel n'a pas élevé la voix. Il ne s'est pas précipité. Il a dit qu'il devait lui parler de certains éléments liés à une enquête en cours. Jean-Pierre m'a regardé alors. Vraiment regardé cette fois. Il a dit que c'était moi qui les avais appelés. J'ai secoué la tête une fois. J'ai dit doucement que non, que c'était lui qui l'avait fait. Il a froncé les sourcils. J'ai soutenu son regard et j'ai dit au moment même où il avait appuyé sur le déclencheur. Jean-Pierre n'a plus rien dit après ça. Pendant une seconde, il est juste resté là à regarder entre moi et les officiers comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Puis il a ri. Un rire court, forcé. Il a passé une main dans ses cheveux en disant que c'était fou, me demandant ce que je leur avais raconté. Je n'ai pas répondu.
L'inspecteur Morel a fait un pas en avant, toujours aussi calme. Il a expliqué qu'ils enquêtaient sur une série d'affaires de fraude impliquant des identités volées et de l'exploitation financière, et qu'ils avaient des raisons de croire qu'il y était lié. La mâchoire de Jean-Pierre s'est contractée. Il a dit que c'était ridicule. Morel a répondu qu'il ne verrait donc pas d'inconvénient à répondre à quelques questions. Thomas a repoussé sa chaise violemment. Il a crié de demander ce qui se passait. Sa voix oscillait entre la colère et l'incrédulité. Il a demandé à qui étaient ces affaires sur les photos, qui était cette femme. Jean-Pierre s'est tourné vers lui. Il a répété que ce n'était pas ce que l'on croyait. Encore cette phrase. Mais elle sonnait plus faible cette fois. Hélène a finalement parlé, d'une voix calme mais tranchante, lui demandant d'expliquer alors. Jean-Pierre a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il m'a regardé à nouveau. Pas en colère maintenant, pas encore. Essayant de me lire. Essayant de comprendre tout ce que je savais. Tout, pensais-je. Morel a fait un léger signe de tête à l'autre officier. Il a dit qu'ils allaient avoir besoin qu'il vienne avec eux. Jean-Pierre s'est raidi. Il a demandé s'il était en état d'arrestation. Morel a répondu qu'à ce moment-là, il lui demandait de coopérer, mais que d'après ce qu'ils avaient vu, cela pourrait changer rapidement. Les yeux de Jean-Pierre ont balayé la table, les photos, les enveloppes, les preuves qu'il n'avait pas eu l'intention de laisser derrière lui. Puis il est revenu vers moi. Il a murmuré que c'était moi qui avais fait ça. J'ai secoué la tête à nouveau. J'ai dit non, c'est toi. Ma voix n'est pas montée, elle n'a pas tremblé. J'ai juste arrêté d'ignorer la réalité. Cela a semblé le frapper plus fort que tout le reste. Pendant un instant, la pièce est redevenue silencieuse. Personne ne bougeait. Puis Jean-Pierre a attrapé sa veste. Il a marmonné d'y aller. En passant près de moi, il s'est légèrement penché. Il a dit que j'étais en train de faire exploser toute ma famille pour ça. J'ai regardé droit devant moi. J'ai dit non, j'en ai juste fini de tout porter toute seule. Il n'a pas répondu. Les officiers l'ont guidé vers la porte. Pas brutalement, pas doucement non plus, juste avec fermeté. Thomas est resté là, figé, regardant son père sortir. Il a murmuré papa, mais il n'y a rien eu après ça. La porte s'est refermée derrière eux. Et juste comme ça, la maison a semblé différente. Pas vide. Claire. Personne n'a parlé pendant un moment. Thomas s'est rassis lourdement, se frottant le visage. Il a demandé depuis combien de temps. J'ai dit que je ne savais pas exactement, mais depuis assez longtemps. Hélène a tendu le bras et m'a serré la main. Elle a dit que j'avais fait ce qu'il fallait. J'ai hoché la tête. Cela ne ressemblait pas à une victoire. On aurait dit que quelque chose s'était enfin arrêté. Plus tard cette nuit-là, après leur départ à tous les deux, je suis restée seule dans la cuisine. Le même plan de travail. La même lumière au-dessus. Mais ce n'était plus pareil. J'ai ramassé la vaisselle lentement, je l'ai rincée, je l'ai mise dans l'évier. Des choses simples. Des choses normales. Sauf qu'elles semblaient plus légères d'une certaine façon. J'ai parcouru la maison pièce après pièce. La chambre. Le placard. La salle de bain. Je ne cherchais rien de précis. Je prenais juste possession des lieux. Puis j'ai attrapé mes clés, j'ai conduit jusqu'au magasin de bricolage avant qu'il ne ferme. Le gars derrière le comptoir n'a pas posé de questions. Il m'a juste aidé à choisir un nouveau jeu de serrure. De retour à la maison, cela m'a pris plus de temps que prévu. Mes mains n'étaient pas aussi stables qu'un peu plus tôt. Mais j'y suis arrivée. Une vis à la fois. Quand j'ai eu fini, je suis restée là à fixer la porte. À regarder la nouvelle serrure. J'ai tourné la clé. Un clic. Ce son a résonné un peu dans la maison silencieuse. Et pour la première fois de tout le week-end, j'ai expiré. Les semaines suivantes sont passées vite. L'inspecteur Morel a appelé quelques fois pour me tenir au courant. La femme sur les photos avait déjà été interpellée dans un autre département. Il y avait des dossiers, des comptes, des noms liés entre eux.
Le nom de Jean-Pierre apparaissait dans plus de documents que je n'aurais jamais voulu le savoir. Ils ont trouvé des preuves de documents falsifiés, de fausses identités, d'argent circulant là où il ne le devrait pas. Ce n'était pas une petite affaire. Ce n'était pas une erreur. C'était un système. Les papiers du divorce ont été déposés peu après. Mon avocat s'est occupé de l'essentiel. Il s'est avéré qu'avoir agi tôt avait compté. Séparer les comptes, tout documenter. Protéger la maison. Des choses auxquelles je n'avais jamais pensé devoir réfléchir comptaient soudain plus que tout. Jean-Pierre a essayé d'appeler quelques fois. Il a laissé des messages. Je ne les ai pas écoutés. Je n'en avais pas besoin. Un matin, quelques mois plus tard, je me suis assise à la même table de cuisine avec une tasse de café. Pas le bol avec les roses. Celui-là avait disparu. Je l'avais jeté la nuit où tout s'était passé. C'était juste une tasse blanche toute simple. Sobre. Propre. La mienne. La maison était calme, mais pas pesante. Juste calme. J'ai regardé autour de moi un instant. Les mêmes murs. Les mêmes fenêtres. La même lumière qui entrait. Mais j'avais l'impression d'être dans un endroit totalement différent. Cette histoire nous rappelle que la vie que nous pensons connaître peut basculer en un instant, parfois à cause d'un simple détail technologique comme une synchronisation automatique de photos. La trahison de Sylvie n'est pas seulement sentimentale, elle touche à l'intégrité même de son foyer et de sa sécurité financière. Ce qui est fascinant ici, c'est la force tranquille de cette femme qui, au lieu de s'effondrer, choisit de reprendre le contrôle avec une précision chirurgicale, transformant sa douleur en une stratégie de protection. Le cadre français, entre les rues de Lyon et le calme du lac du Bourget, souligne ce contraste entre la normalité apparente d'une vie de province et la noirceur des secrets qui peuvent se cacher derrière un mariage de 27 ans. C'est un récit sur l'éveil, sur la fin de l'aveuglement volontaire et sur le courage nécessaire pour changer les serrures de sa vie, au sens propre comme au figuré. Et vous, avez-vous déjà découvert un secret qui a radicalement changé votre perception ?